si le mouvement migratoire, le mouvement d'émigration se confirme l'année prochaine et l'année d'après, on pourra tenter de l'expliquer par ce qui se passe en Israël, politiquement ou militairement. Je crois que cette première année de grande vague migratoire, avec l'effet de changement de paramètres statistiques, rend les conclusions politiques prématurées, sinon impossibles. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Yigal Palmor. Yigal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département des relations internationales à l'Agence juive, ancien diplomate, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Avec vous, je voudrais que nous revenions sur les données publiées par le Bureau des statistiques israélien la semaine dernière, qui fait état d'un chiffre assez impressionnant. 85 000 Israéliens auraient quitté le pays en 2024, 55 000 en 2023. C'est bien plus que la moyenne qui était autour, on va dire, d'une vingtaine de milliers d'Israéliens, de 25 000 Israéliens qui quittaient le pays chaque année. Alors certains, on va dire dans l'opposition en particulier, affirment qu'il s'agit là d'une relation de cause à effet liée d'abord à la réforme judiciaire, ensuite à la situation de guerre, une guerre qui se prolonge. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer, on va dire, ce départ? Et je vous pose la question, bien que je sais qu'à l'Agence juive, on ne s'occupe pas de Yérida, mais on s'occupe plutôt d'Aliyah. Alors, donnez-nous tout de même votre appréciation. Oui, alors, vous avez bien fait d'inciter là-dessus. L'Agence juive s'occupe des arrivées, pas des départs. Ceux qui partent ne passent pas par l'Agence juive. Nous n'avons pas mené de sondage, donc ce que je vais dire reflète mon opinion personnelle en tant qu'observateur des phénomènes migratoires. Ce n'est pas l'opinion de l'institution dans laquelle je travaille. Alors, d'abord, je dirais que, en tant que quelqu'un qui suit de très près le travail du Bureau des statistiques, je constate que cette année, ils ont changé la méthode de calcul des arrivées et des départs, surtout des départs. Ils ont changé les paramètres et donc il est impossible de comparer les chiffres de cette année avec ceux de l'année précédente. Et il faudra attendre l'année prochaine et celle d'après pour avoir une idée plus nette du mouvement migratoire. Ça, c'est un caveat extrêmement important qu'il faut tenir en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne parlons pas des mêmes chiffres et des mêmes statistiques que l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire en termes techniques? Qu'est-ce que ça veut dire comment on a modifié les paramètres? Oui, on a modifié les paramètres. C'est-à-dire que pour être comptabilisé comme une personne ayant quitté le pays, il faut passer moins de jours à l'étranger, mais au cours, disons que pour simplifier les choses, moins de jours, mais dans une période plus longue. C'est compliqué, c'est très important pour, par exemple, le fisc, pour savoir qui est redevable, par exemple, qui doit payer la Sécu et qui est exempté de payer la Sécu. Il faut savoir combien de jours par an vous passez en Israël. Il y a évidemment des jeunes qui vont faire des études supérieures à l'étranger, qui vont passer des personnes qui sont délocalisées pour cause de travail. Est-ce qu'ils doivent payer la Sécu en Israël ou pas? Et donc, comptabiliser les jours passés à l'étranger au cours d'une année ou au cours de 2 ans, c'est là qu'entre certaines méthodes de calcul, il y a évidemment des gens qui font un aller-retour pendant l'année. Ouais. Alors il faut savoir où est leur centre de vie, où doivent-ils payer des impôts. C'est pour ça que ces calculs sont importants pour les institutions gouvernementales. Et la méthode de calculer la vie ailleurs, le centre de vie ailleurs qu'en Israël, cette méthode a changé. Donc ça, c'est une chose qu'il faut constater d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai remarqué dans les articles qui ont analysé les chiffres un phénomène très intéressant. Parmi ceux qui auraient quitté Israël cette année, on voit un taux, il n'y a pas de ventilation très concrète, mais on constate un taux relativement très élevé de chrétiens. Vous savez qu'en Israël, les habitants sont classés, contrairement à la France d'ailleurs,
selon leur confession, juifs, musulmans, chrétiens, ou sans religion. Donc on constate un taux beaucoup plus élevé de chrétiens, plus élevé que leur taux dans la population générale, ce qui nous fait croire que parmi ceux qui auraient quitté le pays, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés ici cherchant refuge au cours de la guerre en Ukraine. Et là, on peut comprendre que s'ils ont cherché un abri, un refuge de la guerre, Israël est en situation de guerre depuis le 7 octobre. Et il se pourrait parfaitement qu'ils sont allés chercher un pays beaucoup plus calme. Alors là, voilà. c'est un point important parce que il faut rappeler, et là c'est véritablement votre domaine de juridiction, si je puis dire, il faut rappeler que l'année 2022, cette année du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a vu une alia massive, on va dire, d'ayants droit, d'ayants droit qui ne sont pas peut-être obligatoirement juifs selon la halakha, mais qui ont un ascendant juif. On parle de chiffres de 70 000, plus de 70 000 nouveaux immigrants qui se sont inscrits durant l'année 2022. Donc une partie de cela pourrait être reparti en 2023 et en particulier en 2024 aussi avec le prolongement de la guerre. Oui, tout à fait. Lorsque la guerre éclate en Ukraine, on assiste à une arrivée massive non seulement d'ayants droit ukrainiens, mais également de Russes. Oui. Et quand je parle de Russes, je veux parler de citoyens russes qui sont arrivés en masse. Depuis 2022, nous avons vu je crois 90 000 ou même 100 000 olim en provenance de Russie surtout. Et évidemment, un ayant droit peut venir en Israël en tant que olé avec le conjoint, l'épouse ou l'époux, qui ne sont pas forcément juifs, pas du tout. Et donc quand on voit que un taux important de personnes classées comme chrétiennes quittent le pays, ça doit être, on suppose, les conjoints de ceux qui sont arrivés de Russie ou d'Ukraine, qui ont un époux, une épouse chrétienne. Évidemment, ça ne rend pas compte du mouvement migratoire dans sa totalité, mais c'est une partie intéressante qu'il faut remarquer. Ensuite, il y a une grande partie d'enfants de bas âge qui sont partis, ce qui fait croire évidemment qu'il y a des familles qui sont parties. Et là, je crois que l'hypothèse la plus raisonnable, c'est que ces familles sont parties à cause de la guerre, en cherchant un endroit plus calme. Est-ce qu'elles vont rester à l'étranger quand la guerre se terminera? Personne ne peut le prédire, mais il est raisonnable de penser que la guerre a fait son effet et que beaucoup de gens cherchent un lieu plus calme, en tout cas le temps de la guerre, voilà, pour rester avec les enfants loin des alarmes, des missiles, du danger que représente une guerre. Alors, il y a dans ces données, par exemple, on parle d'11 000 habitants de Tel Aviv qui auraient quitté en 2024. Est-ce que finalement toutes les explications que vous nous avez données depuis 5 minutes, est-ce que cela d'une certaine manière permet de rejeter, on va dire, les affirmations, on va dire, de ceux qui ont été les catalyseurs de la réforme de la campagne contre la réforme judiciaire, qui disent que, eh bien, il y a de plus en plus d'Israéliens qui s'enfuient du pays parce qu'ils ne veulent pas que l'État d'Israël sombre dans la dictature? Personnellement, je ne vois pas de lien entre le lieu de résidence géographique et les opinions politiques qui pourraient conduire à un départ. Je crois que là, on fait un raccourci. Vous savez, on a fait, ça a été publié d'ailleurs dans tous les journaux, on a fait des statistiques de services militaires et il s'est avéré que Tel Aviv est la ville la plus mobilisée. Donc, si les résidents de Tel Aviv sont les plus mobilisés dans l'armée, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont plus enclins à quitter le pays? Ça peut paraître contradictoire. Après, oui, c'est vrai que les grandes manifs contre la réforme judiciaire du gouvernement se passent à Tel Aviv. Ça ne veut pas dire que Tel Aviv, en tant que tel, tout entière est mobilisée contre la réforme, puisqu'il y a beaucoup
d'habitants des villes autour de Tel Aviv qui viennent manifester. Donc la relation entre le lieu de résidence et les opinions politiques et les opinions concernant la guerre ou la volonté d'aller chercher un lieu plus calme ou faire des études supérieures ou aller chercher un travail à l'étranger, je ne vois pas un lien direct, et je crois que tant qu'on ne fera pas un sondage sérieux chez ceux qui partent, et ce sondage ne se fera pas évidemment, mais tant qu'on ne fera pas un sondage, il est très difficile, voire impossible, de faire des affirmations sur leur motivation. Donc effectivement, donc il est exagéré ou en tout cas prématuré d'affirmer qu'il y a effectivement une relation de cause à effet entre ces données fournies par le Bureau des statistiques et le fait que ces personnes qui sont parties parce qu'ils craignent une dégradation dans l'État d'Israël, c'est cela? Oui, c'est prématuré, c'est en tout cas mon avis personnel, c'est prématuré, et il faudra attendre les chiffres de l'année prochaine et celles d'après pour pouvoir tenter de tirer des conclusions. Je répète, personne n'a sondé les motivations de ces personnes. Si le mouvement migratoire, le mouvement d'émigration se confirme l'année prochaine et l'année d'après, on pourra tenter de l'expliquer par ce qui se passe en Israël, politiquement ou militairement. Mais je crois que cette première année de grande vague migratoire, avec l'effet de changement de paramètres statistiques, comme je l'ai dit au début, rend les conclusions politiques prématurées, sinon impossibles. Et attendons les chiffres de l'année prochaine et celle d'après avant de tenter d'affirmer quoi que ce soit. Ok, alors je voudrais encore vous poser deux questions. La première, elle se rapporte à un événement brûlant, puisque on a vu ce jeune réserviste qui s'est retrouvé en Tioul, en excursion au Brésil, et qui a dû quitter précipitamment. Est-ce que vous, en tant qu'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est-ce que le ministère a la capacité aujourd'hui de mettre en garde, il doit mettre en garde, on va dire, l'ensemble des réservistes israéliens qui ont servi dans l'armée dans Gaza pendant la guerre, faire attention de choisir des pays où il n'y a pas une forme d'hostilité de la part des autorités? Est-ce que j'ai le droit de dire que cette histoire m'énerve? Ah oui, j'ai le droit de dire oui, parce que ça m'énerve, vraiment. Tout cela aurait pu être évité très facilement. Je crois que, on a appris aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères a réuni des responsables du Conseil de sécurité nationale, du Mossad, et il y a eu des délibérations. Tout cela est parfaitement futile parce que ce problème aurait pu être évité très simplement en évitant de poster sur les réseaux sociaux des images et des informations sur le service militaire, que ce soit au cours du service obligatoire, au cours du service des réservistes. Il n'y a aucune raison de poster des images et d'informer d'abord l'ennemi à Gaza ou au Liban des faits et gestes des unités de l'armée. Aucune raison. Et d'ailleurs, l'armée a publié des ordres et des instructions très strictes concernant l'interdiction de publier des photos et des informations sur le mouvement des troupes sur les réseaux sociaux. Il paraît que la discipline en ce qui concerne ce phénomène est nulle. Mais d'abord, il faut éviter de poster les activités militaires. Et puis, quand on se rend à l'étranger, il n'y a aucune raison d'informer le monde entier en temps réel vos lieux de visite, vos lieux de randonnée. Si vous êtes au Brésil et que vous admirez les beaux paysages, il n'y a aucune raison de le faire en temps réel. Attendez d'être sorti du pays avant d'informer vos amis et vos connexions des beaux paysages que vous avez visités dans ce pays. Voilà. Et important encore, je répète, aucune raison de partager avec le monde entier ce que vous avez fait pendant votre service militaire. C'est seulement comme ça que ce genre d'événement pourrait être évité. C'est vraiment simplissime, ouais. Ça coule de source, c'est la logique simple, pure et simple, et je ne vois pas pourquoi les jeunes, les jeunes et les moins jeunes ne le comprennent pas, et ils se mettent
dans un piège qui les accueille à bras ouverts. Alors, on a bien compris, donc prudence, vigilance, essayer d'être discret, surtout sur les réseaux sociaux. C'est le message que vous nous faites passer, c'est clair. Igal, dernière question, on est au début d'une nouvelle année. Est-ce que vous disposez des données de la Aliyah pour l'année 2024 et peut-être en particulier de la Aliyah de France? Oui, la Aliyah de France a doublé. Je n'ai pas le chiffre très très précis, mais c'est 2100, 2200, ça va chercher dans ces chiffres-là. Elle a doublé par rapport à l'année dernière. La Aliyah des États-Unis également, elle a dépassé les 3000, je crois que ça va chercher dans les 3200. Elle a augmenté de 25%. En revanche, la Aliyah de Russie a baissé de 40%. Et nous sommes arrivés à 18 000, 19 000. Donc, avec le pourcentage, on croit voir un certain phénomène, mais en fait, la Aliyah de Russie constitue toujours environ 60%, 75% du total de la Aliyah. Mais si la Aliyah de France a doublé, c'est déjà un phénomène remarquable. Oui. Espérons qu'elle continuera à augmenter, à doubler en 2025 également. Eh bien, merci beaucoup Igal Palmore d'avoir répondu ce matin à nos questions, en particulier autour de ces données sur l'émigration d'Israéliens vers l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été aussi clair et limpide dans vos explications. À bientôt Igal. Bonne journée. À bientôt Daniel.